Bonjour chère plume inclusive, bienvenue sur le podcast Écrire sans exclure. Voilà la voix inclusive des claviers qui va virer les vieilleries et faire vivre vos valeurs. Je m'appelle Isabelle Meurville, je suis traductrice et autrice de la formation Écrire sans exclure. Depuis 20 ans, je traduis, je révise, je rédige, bref, je m'exprime en français en veillant à éliminer tous les clichés sexistes. Sexistes, mais pas que. Dans ce podcast, je m'adresse au métier de l'écrit et je vous parle de la langue comme outil d'inclusion, un outil gratuit, puissant et à disposition. Bienvenue dans l'épisode 9 du podcast Écrire sans exclure. Nous prenons le large aujourd'hui pour évoquer d'une part les pratiques inclusives dans d'autres langues que le français et d'autre part pour traiter les autres clichés linguistiques que le sexisme. Alors je vous propose de voir ce qui se passe en allemand, en italien, en espagnol et aux États-Unis d'Amérique. En allemand, même si la pratique d'inclure les femmes et les personnes non-binaires est un peu plus ancienne qu'en France, les pratiques peinent à se stabiliser. Depuis 3 décennies environ, les grandes villes du Nord ont adopté l'astérisque pour leur communication institutionnelle. La Suisse a également adopté de manière officielle la rédaction épicène, c'est-à-dire sans marqueur typographique, depuis les années 1990. Curieusement d'abord uniquement pour l'allemand, l'une de ces 4 langues officielles, et plus récemment aussi en français. L'astérisque, ou Gendersternchen, vous m'excuserez pour l'accent, vient se placer entre le masculin et le suffixe féminin, à la manière de notre point milieu. Si la racine du mot ne correspond pas au masculin entier, il est préconisé de ne pas utiliser l'astérisque et d'opter pour le doublet dans sa forme longue. Autre possibilité pour un pluriel neutre, il est préconisé d'éviter les suffixes trop longs en inen pour leur préférer le participe présent. C'est donc un néologisme qu'il est possible de constituer facilement et qui ne reflète pas de marque genrée. Exemple, le lecteur, leser, qui au pluriel avec l'astérisque donnerait leserinnen, devient plutôt lesende. Comme je le disais tout à l'heure, les options fluctuent encore. L'universitaire florentine Vera Guénaud propose l'adoption du schwa qui se prononce comme un E ouvert et remplace les finales masculines et féminines pour faire des mots concernés des mots non genrés. Donc sa graphie, c'est un E inversé de bas en haut, donc un E sur la tête. Et dans la mesure où ce schwa n'existe pas et n'est pas une lettre entière en italien, c'est intéressant. Le schwa existe dans l'alphabet phonétique international et donc se prononce E. En espagnol, le premier marqueur typographique adopté a été l'arrobase ou arrobe qui fusionne graphiquement le O final masculin et le A final féminine. Donc d'autres pistes ont émergé plus récemment, comme celle du E qui se prononce E, qui remplacerait le A et le O, et au-delà de la binarité, qui formerait un genre grammatical neutre afin d'inclure les personnes non binaires. L'espagnol inclusif est particulièrement actif en Argentine, où le président en exercice, des universités, des institutions comme la Banque centrale l'ont adopté. Et c'est intéressant de noter qu'aux États-Unis, c'est le X majuscule qui connaît un beau succès. Il se prononce ex, il remplace les suffixes masculins, féminins, voire déjà neutres, puisque l'anglais n'est pas très genré, et convient aussi bien donc aux communautés hispanophones qu'anglophones. Et même par-delà ces grandes langues internationales, les Premières Nations comme la nation Ojibwe le revendiquent également. Je conclus sur ces aspects inclusifs d'autres langues européennes. Mon échantillon n'est pas bien large, mais je note un point commun entre le français et l'espagnol. Dans les 2 cas, ça n'est pas le pays, disons, leader historique de sa zone linguistique qui affiche le plus grand progressisme. Dans le cas de la francophonie, le Québec,
et la Suisse ont été bien plus avant-gardistes que l'Hexagone, avec une rédaction un français épicène, et l'Argentine est bien plus motrice que l'Espagne. Ayez toujours de quoi noter à portée de main parce que je vous donne des exemples, des références dans chaque épisode et puis je l'espère pas mal d'idées pour votre pratique de la rédaction inclusive. Je vous invite à visiter en ligne ou en vrai la fondation du Camp d'Émile contre les discriminations. Le site propose d'apprendre du passé, de relever les convergences des génocides ou encore d'étudier le conformisme au groupe. Jusqu'où sommes-nous prêts ou prêtes à aller pour paraître ou faire comme les autres? L'idée, c'est de leur montrer vers où peut mener l'engrenage des discriminations, du racisme, de l'antisémitisme, de montrer que cet engrenage est évidemment résistible, qu'il y a des capacités de résistance. Parmi les clichés contre lesquels la langue peut lutter, le premier qui vient à l'esprit est le sexisme. Le sexisme que charrie la règle du masculin qui l'emporte. Pourtant, la langue transmet d'autres stéréotypes face auxquels nous, plumes inclusives, luttons également. Car toutes les discriminations sont dommageables, qu'elles reposent sur la race, le sexe, l'âge, etc., qu'elles privent d'accès à leur mairie les personnes handicapées ou d'avenir professionnel choisi les collégiennes et lycéennes. Les stéréotypes et les discriminations causent des écarts de salaire et de retraite, un écart de considération et de reconnaissance générale. En se privant des compétences de certaines personnes, la société tout entière se prive de talent. En niant à certaines personnes leurs droits fondamentaux, c'est la démocratie qui s'émiette. Et oui, la langue joue un rôle de premier ordre. En terminologues que nous sommes, au moins à temps partiel, nous allons commencer par définir ce qui relève des clichés et ce qui relève des discriminations à proprement parler. Les injustices, les propos racistes, les insultes sont punis par la loi mais ne constituent pas des discriminations. La discrimination a une définition juridique. Je vous donne celle du défenseur des droits. La discrimination est un traitement défavorable, dans un champ défini, reposant sur un critère prohibé fixé par la loi. Les 3 éléments doivent être rassemblés pour constituer une discrimination. Traitement défavorable, champ défini et critères prohibés. Elle donne lieu à une action concrète, un traitement défavorable, une embauche ou une non-embauche, un refus de promotion, une entrée en boîte de nuit ou au restaurant, l'inscription à l'école, etc. Par exemple, l'absence d'interprète en langue française des signes au tribunal est une discrimination. La discrimination peut être directe ou indirecte. Imaginons une entreprise qui donne une prime à ses vendeurs et vendeuses dépassant tel chiffre d'affaires. Cette mesure lèse les femmes car elles travaillent à temps partiel. La mesure est neutre en apparence, mais elle désavantage certaines personnes. Donc la discrimination peut être volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente. Elle peut aussi être par association. Ce serait le cas d'un parent victime au titre du handicap de son enfant ou de refus d'aménagement du poste de travail. Le plus important des critères de discrimination, c'est le sexe. 52% des femmes sont discriminées parce qu'elles sont femmes. Le deuxième critère plus important est l'âge et le troisième regroupe l'origine, la couleur de peau et la religion. Ces 2 derniers critères représentent autant de cas de discrimination que le sexisme à lui seul. Une fois qu'on a posé ce constat, on peut se demander, mais comment agir? Qu'est-ce qu'on fait? Alors on peut agir par la langue en veillant à ne transmettre aucun cliché, mais il existe aussi des personnes ressources dans les administrations, dans certaines entreprises, et la possibilité de saisine et plusieurs voies de recours. Qui sont les personnes ressources? Eh bien, ce sont les interlocutrices ou les interlocuteurs spécialistes,
Responsables hiérarchiques, ressources humaines, référents et référentes égalité femmes-hommes, inspection du travail, défenseur des droits, qui d'ailleurs est gratuit, réseau de référents et référentes, etc. Il existe des voies de recours à l'amiable, via des référents et référentes internes ou externes ou le défenseur des droits. Il existe le recours en contentieux, au pénal, le recours par voie civile ou administrative, par exemple au tribunal des prud'hommes. Très bien. Et alors, quelles peuvent être les preuves? Alors ça peut être un recours à des tiers, par des témoignages, avec une protection contre les représailles. Ça peut être des documents, des enquêtes, des sondages, etc. Je vous donne quelques chiffres pour illustrer et que vous ayez une idée de l'étendue du problème. 30% des victimes de harcèlement sexuel au travail ne portent pas plainte. Mais le taux de recours augmente de 7 à 8% par année. Le défenseur des droits reçoit 140 000 demandes par an, dont 93 000 à traiter, parce que les autres ne sont pas de son ressort. Voilà en bref pour ce qui relève des discriminations. Les insultes ne sont pas des discriminations. Mais la loi interdit les propos, les images, les écrits, les violences racistes, relatifs à la race, à l'origine, à la religion, réelle ou supposée, et elles sont donc condamnables. Là aussi, la langue joue son rôle. Les violences avec intention forment des circonstances aggravantes, et il faut encore distinguer le délit et le crime selon que les propos sont publics ou privés. Dans un cadre privé, les amendes varient de 1 500 € à 45 000 € assorties d'1 an de prison. Je fais un zoom sur la communauté LGBT+. La LGBT-phobie se compose de rejet, de moquerie, d'humiliation, de menaces, de discrimination telles qu'on vient de les définir, de violences physiques pouvant aller jusqu'au viol ou au meurtre. Ces agressions ciblent les comportements qui dérogent aux normes. Les peines vont jusqu'à 3 ans de prison, 45 000 € d'amende, plus les dommages et intérêts. Alors oui, nouveau constat dramatique, et oui, envie renouvelée d'agir, et encore une fois, comment prévenir? Comment empêcher? Pour prévenir efficacement les stéréotypes qui mènent aux discriminations, il est important de connaître ses propres biais. La première étape consiste à reconnaître que je peux être discriminé ou discriminante. Je dois donc apprendre à connaître mes propres biais. Parce que comprendre, c'est un bon point de départ pour prévenir les inégalités sociales et certaines postures humaines dommageables. Nous devons comprendre notre pouvoir, faire de la résistance et assumer notre responsabilité face aux injustices. Donc maintenant, je vais vous dire 2 mots de la manière dont se décomposent les engrenages, parce que pour moi, ça a vraiment été une révélation de comprendre cette mécanique en plusieurs étapes. De la catégorisation aux discriminations, on évolue dans le champ de la représentation. Et depuis toujours, depuis qu'on apprend, depuis toute petite, tout petit, notre cerveau fait des catégories pour simplifier la lecture des autres, ce qui nous aide à cerner l'autre, notamment parce qu'on ne peut pas tout mémoriser. À ce stade, structurer pour mémoriser, c'est innocent, c'est juste utile. Mais le problème, c'est que ça devient des stéréotypes. Les stéréotypes sont donc des croyances, des images, toutes faites, sans réflexion, parfois partiellement validées. Le stéréotype n'est pas positif ou négatif. En revanche, s'il évolue en préjugé, il prépare notre comportement, et là, il devient souvent positif ou négatif. À ce stade, il nous empêche de rencontrer l'autre et il mène aux discriminations. On passe ainsi en quelques années de la simplification du monde à l'exclusion de l'autre. Et voilà pourquoi on doit faire preuve de vigilance et tester nos stéréotypes. Les discriminations sont des inégalités illégales qui heurtent nos valeurs. Alors la bonne nouvelle, c'est que le processus est résistible. Les discriminations ne sont que la partie visible. Les préjugés sont intériorisés et perdurent. Et c'est à nous de faire preuve de vigilance et de responsabilité face au racisme qui mène au génocide, en combinant des mécanismes individuels et collectifs.
L'histoire, peut-être l'actualité, nous montre l'existence d'un terreau qui mêle des tensions, une crise sociale, qui génère la peur de l'avenir et des croyances. Et ce terreau peut engendrer un processus dangereux en s'appuyant sur une majorité passive. Il nous appartient d'agir en responsable. Ces engrenages ne sont pas déterministes. On les comprend, ils sont clairs, on peut toujours les arrêter, on peut toujours éviter l'aggravation, on peut toujours entrer en résistance. Il n'est pas trop tard. Et nous pouvons ne pas nous soumettre au groupe et reconnaître notre pouvoir individuel et collectif réel. On peut dire non à ce qui rabaisse, on peut combattre les préjugés et les biais cognitifs en portant sur nous-mêmes un regard sans complaisance, en pensant à contre-courant, en développant notre esprit critique, en pratiquant la désobéissance face au danger de la passivité. Être actif, passe par le fait de manifester sa solidarité aux victimes. Ça veut dire très concrètement de ne pas laisser passer de blagues, ni de discours, de préjugés en société, sur Internet, dans les cercles privés et professionnels. Tous mes actes ont un effet. Ne pas agir est un acte. J'ai une responsabilité juridique par omission. Choisir est un pouvoir et un devoir. Alors plutôt que de me poser la question « pourquoi moi ?», je peux me demander « pourquoi pas moi ?» Maintenant, on revient à la langue. Et voici quelques exemples de stéréotypes linguistiques à éviter. Les chères têtes blondes pour évoquer les enfants. Nos ancêtres les Gaulois pour parler de nos origines. La tête de nègre pour la meringue recouverte de chocolat. Le travail au noir pour parler de travail non déclaré. La présence de la civilité mademoiselle dans un formulaire. Ou bien même le fait de ne proposer que les civilités monsieur et madame sans case autre. Eh oui, la diablesse se cache aussi dans les détails. Et voici une anecdote qui m'est arrivée au printemps. Je traduisais un communiqué interne pour une entreprise. Et en fin de communiqué figure une photo et sa légende. Sur la photo, 2 hommes encadrent une femme, et la légende est la suivante. Monsieur Robert Dupont, directeur qualité, Evelyne Durand, Monsieur Jean Dubois, responsable produit. D'une part, les prénoms et noms de la femme ne sont pas précédés de la civilité, contrairement aux hommes, et d'autre part, sa fonction n'est pas mentionnée. J'ai donc appelé la cliente et demandé quelle était la fonction et la civilité d'Evelyne Durand pour les insérer. Autre anecdote tirée de mon expérience. Je traduis pour un groupe scandinave un courrier du PDG adressé au personnel de sa filiale française. Celui-ci démarre sa lettre très gentiment avec « J'espère que vous avez passé de bonnes vacances de Pâques ». L'équipe dans la filiale française est d'origines diverses. J'ai proposé au PDG de réviser sa phrase en « J'espère que vous avez passé de bonnes vacances de printemps ». Même l'éducation nationale a laïcisé les appellations des vacances. En matière de validisme, voici quelques exemples de mots qui ne devraient pas être utilisés en dehors du contexte de la maladie ou du handicap réel. Infirme, débile, déficient ou déficiente, idiot ou idiote, sont des mots de la catégorie médicale du handicap cognitif. Quoique la plupart de ces mots de dénigrement ne sont généralement plus reconnus comme reliés ou associés à des handicaps spécifiques, ils ont néanmoins gardé des connotations insultantes, d'incapacité, de manque dues à des conceptions négatives plus répandues du handicap. On appelle ça du validisme indirect. J'attire aussi votre attention sur les clichés relevant du classisme, de la grossophobie, de l'agisme, etc. Pour récapituler, nous avons jeté un œil sur l'inclusion linguistique dans d'autres langues parce que la demande de valeur dépasse les frontières de la francophonie. Des communautés de linguistes se créent un peu partout pour rassembler leur énergie, faire ensemble des propositions, former et informer. Dans la deuxième partie de cet épisode, j'ai souligné les mécanismes de la discrimination et les critères qui les sous-tendent. Au-delà du sexisme, le racisme, la grossophobie, le validisme, l'agisme, etc.
Cet épisode s'achève. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me retrouver sur mon site web www.translature.com et sur LinkedIn. Vous pouvez vous inscrire à mon infolettre dans les notes de cet épisode. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles et de vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer l'épisode du mois prochain. Écrire sans exclure, le podcast qui parle aux plumes de pâte et de style, d'épicènes et d'hyponymes. Pas de pitié pour les clichés. À vos copies, à vos papiers.